Bien, je vais commencer peut-être par les régions. Michel Saban, merci de nous rejoindre. Vous nous rappelez peut-être ce qu'est le R20, dont vous êtes la déléguée générale. Alors, bonjour à tous. D'abord, je voulais souhaiter un bel anniversaire à Jean-Louis Ball, parce que 20 ans, ça se fête. Et merci d'avoir organisé une telle réunion, parce que c'est 20 ans d'énergie renouvelable, mais depuis toujours, nous sommes convaincus qu'il faut avancer. Donc, Parlez bien près du micro. On nous a signalé tout à l'heure que les gens qui font la traduction automatique ont besoin qu'on parle près du micro. Donc le R20 s'est créé lors de la COP de Copenhague, l'échec de Copenhague, où nous avons, avec d'autres territoires, notamment les villes, trouvé que nous étions mis à l'écart un peu de toutes ces décisions qui étaient prises tard dans la nuit, ou les échecs qui étaient annoncés au petit matin par voie de presse en disant pas d'accord entre les États. Nous avons décidé de nous réunir entre régions, un peu à l'image de ce qu'avait fait Edgar Faure en 1986 dans le cadre de l'Europe, pour faire connaître l'Europe aux jeunes européens à travers des régions. Et nous avons créé l'Assemblée des régions du monde. Et il fallait trouver un nom qui puisse accrocher et puis se faire entendre. Nous avons contacté le gouverneur de Californie à l'époque, Arnold Schwarzenegger, qui lui-même défendait une cause forte et belle. Et nous avons décidé, à la veille du G20 qui devait se tenir à Nice, créer le R20. Donc G20, c'est les 20 gouvernements les plus riches du monde. Et le R20, ce sont les 20 régions les plus riches du monde qui étaient membres fondatrices à ce moment-là, dont l'Île-de-France, ma région, et d'autres régions françaises nous ont rejoints. Et je voudrais remercier Monsieur le Premier ministre, maire de Bordeaux, puisque la Nouvelle-Aquitaine nous a fait signe pour pouvoir travailler avec nous dans le cadre de tous les programmes de forestation et autres. Donc votre intervention et votre introduction nous a confortés dans ce que nous devions faire ensemble. Quelles sont les autres régions françaises et les autres régions du monde qui Alors, sont membres? nous avons commencé avec 20 régions. Aujourd'hui, il y a 1500 régions membres. Pour les régions françaises, nous avons l'Île-de-France, PACA, avec une présence très forte et très active de Maude de Fontenoy, qui travaille énormément à nos côtés, notamment sur la question des océans et des mers. Et puis d'autres régions viendront nous rejoindre. Pour l'instant, bien sûr, la Bretagne a toujours été très présente à nos côtés. En plus, il y avait la question de la CRPM, de toutes les régions des côtes, ce qu'on appelle la CRPM. Donc voilà, le R20, c'est ça. Mais le R20 a une ambition très forte. Ce n'est pas un think tank, c'est plutôt un action tank. Alors, cet action tank sur le réchauffement climatique, quels sont les axes prioritaires et les actions qui sont décidées collectivement ou individuellement? Dites-nous comment ça se passe et quelles sont ces actions. Alors déjà, dans les actions qui ont été réalisées, je vais donner l'exemple de l'Algérie, où nous avons travaillé avec la wilaya d'Oran sur une usine de retraitement de déchets. Ça n'a rien aujourd'hui, c'est quelque chose de commun. Mais la différence, c'est que nous avons formé la population au tri sélectif pendant la réalisation de cette usine. Ça veut dire qu'il y a eu 160 000 familles qui ont été formées à trier en attendant que cette usine soit réalisée, construite. Et nous avons formé des jeunes sortis du système scolaire, donc livrés à eux-mêmes dans la rue, dans les rues d'Oran. Nous avons sélectionné 100 jeunes, filles et garçons, pour travailler dans cette usine. Aujourd'hui, ils ont un emploi, comme quoi il n'y a pas que des mots, il y a des solutions et des choses qui avancent. Nous avons un projet et qui a commencé, et je remercie son président, Eric Scotto, avec Akio Energy, à Kita, au Mali, une centrale solaire de 50 MW, mais aussi avec un programme à côté pour des femmes sur l'agriculture. Donc tout ceci se met en place, tout cela s'est mis en place, parce que nous avons je dirais que nous avons une ligne qui est commune, c'est la solidarité. Je crois qu'au-delà de tout ce que nous pouvons réaliser les uns et les autres, il faut que nous ayons en tête cette solidarité entre les régions riches et les régions pauvres.
Alors, solidarité, mais quels sont les axes qui se dégagent? Si vous regardez ce que font les 1500 régions, au-delà des très très beaux projets que vous venez de citer, quels sont les axes pour le réchauffement climatique et la mise en œuvre des énergies renouvelables? On est là pour en parler, qui se dégagent. Alors, je vais parler de ce que j'ai comme projet aujourd'hui qui est très fort et qui marche très très bien, c'est en direction des femmes. Quand on parle de solidarité, c'est une solidarité entre les femmes riches et les femmes pauvres. Donc cette solidarité, elle s'exprime au travers de projets. Donc je suis allée voir les premières dames d'Afrique lors du sommet Europe-Afrique qui s'est déroulé à Abidjan l'année dernière. Je les ai réunies, à l'instar de Madame Ouattara, qui m'a donné sa confiance et son aide là-dessus. Nous avons mobilisé les premières dames pour que dans chacun de leurs pays, les régions se mobilisent pour travailler avec les femmes qui pourraient demain être dans les solutions que nous proposons. Le premier projet, il est à Odiéné, en Côte d'Ivoire, et je remercie justement l'ADEME qui a été une des premières à répondre favorablement à tout ce principe et tout ce projet que nous avons mis en place. C'est sur l'agroforesterie, vous n'êtes pas sans savoir que dans beaucoup de pays d'Afrique, les femmes n'ont pas le droit aux terres agricoles. Elles peuvent y travailler, elles sont plus de 70% à être des agricultrices forcenées sur ces terrains-là, mais elles n'ont pas le droit d'être propriétaires. Nous avons décidé avec les présidents de régions, et notamment l'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire, puisque les forêts appartiennent aux régions pour la plupart, c'est de leur donner des forêts pour faire de l'agroforesterie. Et aujourd'hui, nous avons commencé le cycle de formation pour Odiéné, dans le nord de la Côte d'Ivoire, où nous allons créer en 5 ans 500 postes pour des femmes, 500 emplois, avec une économie circulaire qui va leur permettre de revendre leur agriculture et de pouvoir en créer d'autres ailleurs. Donc voilà des axes forts. Voilà des axes forts. Alors concernant le réchauffement climatique en tant que tel, concernant le développement des énergies renouvelables, du solaire, de l'éolien, de la gestion des déchets, quels sont les projets qui se dégagent? Les projets, là, le R20 au niveau mondial, puisque notre siège est à Genève, a mis en place un fonds d'investissement qui n'a rien à voir avec la SNCF, mais qui est le Subnational Fund for the Climate, SNCF for Africa. C'est pour financer 100 projets liés au solaire, aux déchets, aux énergies renouvelables en général et à l'eau. Et tous ces projets seront faits en Afrique, puisque nous avons lancé un appel à projets il y a à peu près 3 ans avec la fondation Leonardo DiCaprio. Nous avons reçu plus de 500 projets et aujourd'hui nous sommes en mesure, avec les levées de fonds qui ont été organisées, et je sais que et l'AFD et la Caisse des dépôts, parce que la France est très participative dans ce fonds, nous allons financer 100 projets et les 100 projets vont être annoncés lors du One Planet Summit à Nairobi. Superbe. Merci beaucoup, madame. On reviendra tout à l'heure aux différentes actions. Christophe Bouillon, vous êtes président de l'Association des petites villes de France. Quelle taille les petites villes de France, vous nous le rappelez? Alors c'est une strate entre 2500 et 25 000 habitants. C'est 4000 communes en France. Ça représente 25 millions d'habitants, 37% de la population française, dans tous les départements de France et d'outre-mer. Et c'est souvent des communes qui se situent en périphérie, la fameuse France périphérique, autour des grandes agglomérations ou des grandes métropoles. Donc c'est pas que du rural. Dites-moi, ces petites villes dans la transition énergétique, quelle place elles prennent, quels engagements elles prennent, quels projets emblématiques pouvez-vous nous citer? Elles prennent une place importante. C'est un peu comme M. Jourdain. Beaucoup d'entre elles étaient engagées résolument dans des actions qui correspondent à ce qu'on souhaite en termes de transition écologique et particulièrement de transition énergétique. On sait aujourd'hui que le mix énergétique étant décentralisé, bien évidemment, dans l'idée de produire des énergies renouvelables, c'est dans ces communes, souvent, qu'il y a de belles expériences. C'est aussi un engagement assez fort en ce qui concerne la rénovation thermique des bâtiments. On sait qu'il y a un patrimoine des communes qui est assez important et donc un formidable levier à la fois pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour, comme le disait Monsieur le Premier ministre tout à l'heure, pour faire des économies pour les communes. C'est à la fois bon pour l'environnement et bon pour le porte-monnaie des communes, c'est-à-dire pour leur budget.
Et puis elles ont des actions importantes aussi en ce qui concerne les mobilités, notamment les mobilités durables. Elles sont confrontées au quotidien à des attentes, à des enjeux qui tournent autour des déplacements, notamment des déplacements pendulaires, domicile-travail. Et puis, elles agissent aussi en ce qui concerne la biodiversité. Alors, des exemples, je vais vous en donner 3, qui sont des communes à peu près d'un même niveau de population. Si on prend Morteau, par exemple, c'est une commune qui a déjà réalisé, ça fait 2 fois, des contrats de performance énergétique, qui a plutôt atteint un bon niveau. C'est pour ça qu'ils ont renouvelé ce contrat. Et ils sont aujourd'hui dans l'efficacité énergétique à travers un dispositif qui s'appelle Virtuos Pilote, qui permet aussi de piloter de façon digitale l'ensemble des consommations. Et un deuxième exemple... C'est que pour les bâtiments publics ou c'est aussi pour l'ensemble des bâtiments tertiaires résidentiels de la ville ? Essentiellement sur les bâtiments publics, là où il y a un levier pour les communes. Si je prends Los-en-Gohelle, qui est un autre exemple, c'est une commune bien connue des Hauts-de-France qui est autour de 6 000 habitants, où là, Jean-François Caron, le maire, a fait ce choix finalement d'utiliser des projets de production d'énergie renouvelable pour mettre autour de la table la population, c'est-à-dire il y a une dimension démocratique qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire un investissement, une participation qui me semble essentielle. Et dernier exemple, Malonnet en Seine-Maritime, qui est une ville autour de 6 000 habitants, qu'on appelle souvent le petit poussé de la transition énergétique. Ça a été un des 400 territoires à énergie positive pour la croissance verte. Et c'est un territoire qui, récemment, s'est lancé dans une opération assez originale qui s'appelle la transition prend ses quartiers. Ils ont fait un appel à candidature auprès d'habitants, de familles. Plus d'une centaine ont répondu, qui se sont, pour chacune d'entre elles, engagées dans des actions très concrètes. Je prends un exemple, une famille qui se dit, voilà, nous, on souhaite, dans 1 an, réduire nos déchets, les déchets de la famille, et on va prendre des engagements, etc. D'autres peuvent prendre des engagements d'isolation de leur habitat, etc., etc. Et je trouve que c'est une belle façon, une bonne façon d'entraîner aussi la population là-dessus. Et Malonnet est aussi une des premières communes à avoir eu une opération d'autoconsommation collective et en ayant couvert de panneaux photovoltaïques le toit de l'église de la commune. C'est à la fois symbolique, mais c'est important. Et en tout cas, si je cite ces 3 exemples, Morteau, Los-en-Gohelle et Malonnet, c'est aussi pour faire la démonstration que la transition énergétique ou la transition écologique n'est pas réservée qu'aux grandes collectivités. On a souvent, et on en a eu une belle démonstration, et vous l'avez montré tout à l'heure à travers l'enquête, le tableau que vous avez montré, on voit que les cities, les grandes villes sont souvent très allantes, très performantes, mais n'en demeure pas moins, et au regard de la façon dont notre pays est construit, est administré, on a beaucoup de petites communes, et croyez-moi, elles sont très allantes en la matière, mais elles réclament, ça c'est un message aussi, qu'on puisse leur faire confiance, et qu'elles puissent aussi profiter d'un certain nombre de leviers fiscaux, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on souhaite taxer le carbone, donner un prix au carbone. Eh bien, ces communes souhaitent avoir une part de cette fiscalité pour pouvoir continuer à mener à bien l'ensemble des projets qu'elles portent aujourd'hui. Vous avez cité 2 fois là, l'autonomie des territoires. Vous pensez que c'est un mouvement de fond, ça, l'autonomie des territoires, le souhait des territoires périphériques, périurbains ou ruraux d'être en autonomie énergétique ? Toujours un paradoxe, on est quand même en France, c'est à la fois des territoires qui disent en quelque sorte, s'adressant à l'État, laissez-nous faire, on sait faire, on est la bonne maille, on a fait la démonstration, donc ne venez pas trop entraver, on va dire, ce mouvement, le brider, et en même temps, ils attendent aussi de l'État qu'il soit un État stratège. Il y a parfois un sentiment d'abandon pour un certain nombre de ces territoires. Clairement, je pense qu'aujourd'hui, le dialogue, finalement, n'est plus tant entre ces petites villes et l'État. Maintenant, c'est plutôt entre ces petites villes et les intercommunalités. Quand on voit, depuis la loi NOTRe, qui a confié souvent aux régions
et aux intercommunalités le soin de mettre en œuvre des plans climat air-énergie, par exemple, territoriaux, ou des SRADET, des schémas régionaux, eh bien, on voit que l'interlocuteur privilégié, celui qui s'engage aujourd'hui auprès des petites villes, celui qui peut les accompagner, à la fois financièrement, mais aussi en projetant un peu l'ensemble de leurs projets, ce sont ces territoires-là. Malgré tout, je pense que l'État ne doit pas abandonner son rôle qui est celui d'être stratège, c'est-à-dire d'imaginer un aménagement du territoire. Vous savez, et c'est pas nouveau, c'est très très bien documenté. Pisani l'a dit il y a quelque temps de cela. On a un phénomène aujourd'hui dans notre pays qui est une forme de métropolisation, pas au sens collectivité, mais dans le fait qu'on a des territoires parfois qui concentrent les meilleurs emplois, les meilleures formations, les meilleurs services publics. Eh bien, beaucoup de communes qui ne sont pas dans ces agglomérations, qui ne sont pas au cœur des métropoles, eh bien, se saisissent de la carte transition énergétique, transition écologique, eh bien, pour essayer d'être attractive aujourd'hui, essayer de tirer aussi profit et de ramener un peu une part de cette richesse créée dans les grands territoires. Et c'est la raison pour laquelle, même en termes d'identité, beaucoup des petites villes se disent, eh bien, non seulement c'est à la fois bon pour l'environnement, c'est bon pour le budget des communes, le fait d'agir en direction, par exemple, d'une rénovation thermique des bâtiments, mais en même temps, on voit qu'on réapparaît dans les radars. Des gens se disent, je vais aller vivre là parce qu'ils sont exemplaires, on va dire, en termes d'action. Il y a des exemples qui commencent à être un peu emblématiques. Marmagne, par exemple, dans la banlieue de Bourges, qui exporte de l'énergie. C'est assez formidable, 2500 habitants, 3000 habitants, qui produisent plus qu'ils ne consomment. Un territoire à énergie positive. Exactement, c'était pas un hasard. Beaucoup de ces communes travaillent avec des acteurs comme Enercop ou d'autres acteurs de cette nature. Je pense qu'ils ont cette forme de souplesse, de réactivité, d'agilité qui leur permettent parfois d'aller vraiment vers l'expérimentation et même de dépasser ce cadre pour aller de l'avant. De la même façon, dans tout ce qui est financement participatif, on a des acteurs aujourd'hui en France, mais il faut admettre quand même qu'il y a encore une belle marge à prendre. Et on voit bien que beaucoup de projets aujourd'hui dans ces territoires, notamment dans les petites villes, sont réalisés grâce justement à ces financements participatifs. Donc moi j'ai envie de dire quelque part que ces territoires n'attendent pas bien évidemment tout de l'État. Ils n'attendent pas tout de la loi, notamment. Je pense que depuis le vote en 2015 de la loi sur la transition énergétique, on a une boîte à outils aujourd'hui qui est à disposition. Il faut maintenant s'en saisir. Il faut faire en sorte d'utiliser de la meilleure façon qu'il soit ces outils. Mais je pense que malgré tout, ces collectivités attendent aussi, sans doute, que lorsqu'elles souhaitent se lancer dans l'expérimentation, elles n'en soient pas freinées. Je disais tout à l'heure l'exemple de Malonnet sur l'autoconsommation collective. Vous n'imaginez pas la difficulté qui a été celle de la commune pour faire entendre raison à la DGFiP, c'est-à-dire la direction des finances publiques, qui ne comprenait pas dans quelle case on pouvait mettre ce genre de choses. Heureusement qu'il y a des syndicats comme le CER pour accompagner les collectivités, pour faire du forcing, pour essayer d'aller jusqu'au ministère parfois, pour faire débloquer, parce que, encore une fois, souvent il y a un temps de retard de la part des administrations publiques, et c'est souvent là où le bas blesse. Quand les communes sont volontaires, quand elles sont allantes, souvent elles sont bloquées dans leur élan par une administration qui n'a pas encore complètement basculé, me semble-t-il, dans la transition énergétique. Si je vous entends bien, c'est facilitation réglementaire, c'est stabilité des environnements et c'est des moyens attribués aux communes, c'est ça ? Vous avez parfaitement résumé tout cela. Encore une fois, cette stabilité réglementaire, vous l'avez dit tout à l'heure, s'agissant des entreprises, finalement, on partage la même idée, c'est de dire, faites en sorte, pour nous offrir de la visibilité, surtout quand on se lance dans des projets d'énergie renouvelable, eh bien de ne pas bousculer les règles du jeu en permanence, et de faire en sorte aussi de ne pas créer des surcouches sur des projets dont on sait parfois qu'ils n'ont pas fait la démonstration de leur maturité, mais pour autant, je pense que si on n'a pas un regard un peu bienveillant, on va dire, des administrations, on n'y arrivera jamais. Donc il faut vraiment que là-dessus, on ait un peu plus de souplesse de la part des administrations. Merci. Donc vous ouvrez la porte aux entreprises. Sam Kimmins, good morning Sam.
Take the mic, please. I skip in English. It will. Sam is leading the RE 100, RE100, which is the club of enterprises, big consumers committed to use only renewables energy. What are the members participating in this club? Sam, can you describe? Thank you, Philippe, and thank you also to the translators for translating my clumsy English into French via Channel 3, I think. So the RE100 was set up in 2014 by the Climate Group in partnership with CDP, and we bring together large energy buyers, large corporate energy buyers who are committed to using 100% renewable electricity for their entire global operations. So before a milestone in 2050, huh? They are all committed to use only renewables energy? The end date that they can go for is 2050. However, many of them are setting dates much earlier than that. 25 of our members have already achieved 100%, and the average date that they've set for their target is 2025. What we're seeing as a trend is the members are bringing their targets back as they find that renewables get cheaper. But I'll talk about that in a second. You have 153? 162. It'll be 163 by the end of the week. So we welcomed Konica Minolta today from Japan. And we have 8 French companies, Danone, Decathlon, Schneider Electric, L'Occitane, AXA, La Poste, Crédit Agricole, and Formula E. So, and it is a truly global representation and across multiple sectors, from Indian cement company, Dalmia Cement, an Indian automotive company, Tata Motors, through to BMW, Goldman Sachs, Bank of America, Sony, Google, and right across the spectrum of sectors and right across the world. Our members have operations in 140 different countries, and between them they represent energy demand bigger than that of Poland. So it's getting quite significant. Sam, are you comfortable with the presentation I made about the motivation of your members? Yeah, and I think the motivation of the members is multiple. And that, first of all, they mean what they're saying. And they want to invest in renewables because it makes business sense. We survey our members every year, and every year, well, as of last year, they started telling us, okay, we're not just doing this because of the climate. We're not just doing this because it makes us look good. We're doing this because it makes business sense. And they're really putting their money where their mouths are. IKEA owns more wind turbines than they do stores. And as I said earlier, many of the companies, 25 of them, have already achieved their 100% target. And what are the tools they are using to get access to this renewable energy? Yeah, so it's a mixture of different ways of procuring renewables, depending on the markets in which they are operating. The preferred way for companies to buy renewables is in a way that they can take advantage of the fact that the cost of renewables is dropping by 10% a year. Overall, wind and solar have dropped by around 70% over the past, since 2011. So significant drops. Companies want to take advantage of that. It helps their bottom line, obviously. And last year, in 30 economies, renewables were cheaper than fossil fuel electricity. So on the whole, the ambition for companies is to buy renewable through power purchase agreements, which is direct agreements with a power producer, or through producing their own through rooftop, on-site, or private wire renewables. So they're looking at this as an investment. Okay, so corporate PPAs are the key tool for tomorrow, huh? Today or tomorrow? They are a key so depending on where they're operating. And I want to tell a little story. Before I talk about this trend, I want to talk about the overall, what's happening globally as a trend. And I want to go back to a different sector. Who's old enough to remember Kodak?
I see there's some students in the room who probably won't remember Kodak and camera film. But Kodak invented the digital camera back in 1975. And the sort of the urban myth is that they kind of hid it and went, hide it away, don't tell anybody. This will ruin our business. But no, Kodak invented the digital camera in 1975, and they very sensibly planned a linear trajectory. They said, well, you know, we think that we make incremental investments in this. Over time, we will get a very strong business in digital cameras. Meanwhile, their competitors, Sony, Fuji, etc., banked on a technology curve like this, the hockey stick curve, where you get slow growth to start with, then suddenly it takes off. Lo and behold, in 2012, Kodak went bust, and Sony and others cornered the digital camera market. This is a challenge when people are looking at projections of renewable electricity. You'll see a lot of graphs that show a linear trend. You'll also see projections of what's going to happen to coal, and it's a nice, gentle, linear trend, little curve down at around 2040. What happens when a technology gets disrupted? It collapses. So you get this incredible exponential growth of the new technology and a crash of the old technology. So it worries me when I see these curves that are quite straight and linear and incremental, because it means that people taking note of those are saying, oh, okay, it's great, we can invest in a coal-fired power station now, and it'll still be running in 20 years. No, it won't. Renewables are already cheaper than coal in most places around the world that have a good market, and this is the point I'll come to in a second. And we're going to see a lot of stranded assets in the relatively near future. And you know, many utilities are saying this. NIPSCO, the Indiana utility, recently announced that it's ditching all its coal-fired power stations and moving entirely to renewables because they're cheaper. So, PPAs. What we have seen in the corporate buying of renewables, power purchase agreements have doubled globally in the last since 2017. So in 2018, we saw 13.4 gigawatts of clean energy bought by corporates globally, compared to 6 in the previous year. We're starting to see that exponential growth. But what we're also seeing is that's only happening in certain geographies. So some US states and Northern Europe are really benefiting from this trend. France isn't at the moment. So there have been a couple of PPAs for 5 wind farms signed by Statkraft, the Norwegian power utility, but we're not yet seeing that growth. So what in the corporate demand. So what we're seeing is winners and losers in that investment from corporates due to the policy background allowing different ways of buying renewables. Sam, we have proven, Capgemini, along with the climate group, that companies committed to use only renewables energy are more performant in terms of financials than their peers. This report, a famous report, which has been presented at the Climate Week in New York in September. Do you have a specific message for the French companies to join the club? Yeah, we were delighted by the report that Capgemini produced. We were quite nervous because we've always had this theory that that companies joining RE100 were well-run companies. They were the better-run companies within their sectors. And Capgemini undertook some very in-depth research to actually check, is this the case? And it was. RE100 companies outperform their peers on key business indicators in every sector. Now, this isn't saying that buying renewables makes you a good performer. What it says is that well-run companies are choosing to buy renewable electricity. Now, what I would say to French companies is, you know, this is happening globally. We're seeing that that change curve happening very rapidly. And
Part of the reason for this is even in countries where it's difficult to buy renewables, companies are gearing themselves up. Google has a gigantic renewable electricity team because it sees the future in renewables and it wants to be the one who, when in Taiwan you can do a power purchase agreement, they can be the one going in and going, great, we've got the capacity to buy that. They don't want to be spending 6 months building their capacity. So these are well-run companies that are looking to the future, and I would urge French companies to join them. Currently, 8 French companies, we love to see that, see French companies sending a really strong signal to the government that renewable electricity is the future, we can see where the future's going, it's coming fast, please make it easier for us to buy them. How many Japanese companies do you have in the club? We'll have 16 by the end of the week. Twice the number of the French companies. Twice the number. And it's not possible to do a power purchase agreement in Japan. It's only just become possible to buy renewables at all. The reason those Japanese companies are joining, often they're tech companies, so Fujitsu, Ricoh, Sony. And what they're saying is, well, we're a high-tech economy that's powering itself using a 1950s power source, and this is not on. So they're sending a very strong message to the government by saying, we want to be 100% renewable, all our investment is going to go outside of Japan until you change the laws to allow us to invest. And that investment is significant. Together, RE100 companies last year represented a $94 billion investment opportunity in renewables. This year, we haven't done the sums yet. Bloomberg New Energy Finance were helping us with that last year. This year, we're estimating $150 billion worth of investment in renewable electricity from those companies. And those countries that do things like allow PPAs, allow companies to keep their guarantees of origin, provide nice, stable regulatory regimes, they will be the ones to benefit from that investment. Thank you, Sam, for this encouraging message for the renewables itself and for the companies committed to use only renewables. Philippe Sauquet, vous êtes un acteur Total, vous dirigez le GRP, Gas Renewables and Power, vous êtes un acteur majeur de cette transformation en soutien des différentes entreprises ou des territoires qui sont engagés. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les besoins que vous percevez chez les grands consommateurs d'abord? C'est clair que notre engagement, nous, il est d'apporter de l'énergie à nos consommateurs. Donc le soutien que nous apportons, c'est d'apporter une énergie aux clients qui nous font confiance. Et on a tous les jours des millions de clients qui viennent dans nos stations. On a des millions de clients auxquels on livre désormais du gaz et de l'électricité. Et donc ces clients-là, c'est leurs besoins que l'on cherche à satisfaire. Et le message et l'ambition que l'on a pour ces clients, c'est de pouvoir leur apporter une énergie qui soit disponible, parce que nos clients veulent, et c'est bien légitime, avoir l'énergie quand ils en ont besoin, là où ils en ont besoin. On veut que cette énergie soit bien sûr de plus en plus propre, avec notamment deux fortes priorités. L'une qui est la pollution de l'air, et on est très actif en Asie, notamment dans les mégalopoles où la pollution de l'air est un facteur lié évidemment à l'utilisation du charbon. Et donc là, il y a une urgence qui est ressentie. Tout à l'heure, Alain Juppé parlait de ce qui pouvait motiver les clients. La santé en est clairement un. Et propre, ça veut dire évidemment aussi le climat. Et je crois que ce n'est pas la peine que je répète ce qui vient d'être dit. Ce n'est pas dans cette salle que j'ai besoin de convaincre de l'urgence climatique. Et le dernier paramètre qui est aussi important pour nous, c'est qu'on veut que l'énergie que nous proposons à nos clients, elle soit affordable, comme on dit en anglais, économique. Parce que ce paramètre-là, désolé, il est clé. Et donc il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a, comme on le voyait encore tout à l'heure, il y a 1 milliard d'habitants qui n'ont pas accès à l'énergie aujourd'hui. Et donc imaginez que l'énergie peut être demain 20%, 30%, 2 fois plus chère. C'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème et qu'on va convaincre les clients d'aller vers une énergie plus disponible, propre. économique, propre. Vous avez un motto là-dessus, vous committed to Better Energy. Better Energy. Et ça n'est évidemment pas qu'un slogan, parce que ça nous amène à nous développer maintenant dans des territoires qui sont nouveaux en partie pour Total.
Ça nous emmène de plus en plus vers le gaz, parce que le gaz est encore la façon la plus économique et la plus rapide de diminuer les émissions de CO2 sur cette planète. Et on voit tous les jours que ce combat, que cette croisade qu'on essaye de mener à notre échelle est un combat difficile. Vous voyez que l'Allemagne vient d'annoncer une échéance pour arrêter son charbon qui est 2038, donc c'est quand même pas demain. On a encore aujourd'hui, on parlait du Japon, le Japon est encore en train de construire de nouvelles centrales à charbon au XXIe siècle. Et donc dans tous ces pays-là, et je ne parlerai pas de l'Inde, dans tous ces pays-là, Total est actif pour essayer de convaincre que le charbon est clairement une énergie du passé. Donc de plus en plus de gaz en substitution du charbon, substitution du pétrole aussi, notamment dans les carburants. Ça nous emmène également dans les territoires de l'efficacité énergétique, où de longue date, pour des raisons économiques, on a toujours essayé, bien entendu, d'avoir nos opérations industrielles les plus efficaces. Mais désormais, c'est un service que l'on souhaite apporter à nos clients pour leur faire bénéficier de nos savoir-faire, leur faire bénéficier des nouvelles technologies, parce qu'aujourd'hui, entre l'Internet of Things, le digital temps réel, on est capable de donner à nos clients, que ce soit nos clients professionnels et même nos clients résidentiels, des outils qui de plus en plus leur permettent au moins de comprendre leur consommation énergétique et donc de pouvoir la gérer intelligemment et la réduire. Et puis enfin, bien sûr, ça nous emmène, et c'est bien sûr le sujet du jour, vers les renouvelables, vers les biocarburants, où on est aujourd'hui le premier distributeur Arrêtons en là, Europe si de biocarburants. vous le voulez bien, quelques instants sur les renouvelables, parce que vous êtes un acteur très engagé, vous avez des marques qui sont connues, que ce soit SunPower, que ce soit RN, que ce soit Cadran. Dites-nous vos ambitions dans le renouvelable, dites-nous l'apport que vous avez pour les clients, qu'ils soient entreprises, territoires, qui sont engagés sur le renouvelable. Voilà, quelle est la promesse et l'ambition de Total dans ce domaine? Alors, la promesse, elle commence d'abord auprès des clients. Et donc, permettre aux clients qui le souhaitent de pouvoir nous acheter de l'énergie renouvelable. C'est quelque chose qu'on a commencé depuis longtemps en Californie avec SunPower. Les noms qui sont sur le tableau, notre ami Sam, je les vois encore, peut-être que vous ne les voyez pas dans la salle, mais ça fait des années, bien avant que Sam crée son association, qu'on avait déjà des clients comme Apple, comme Google, qui faisaient déjà appel à nos panneaux solaires, à nos panneaux SunPower et nos solutions pour commencer effectivement à solariser leur approvisionnement énergétique. On montre d'ailleurs l'exemple. Total, on est en train de solariser 5000 de nos sites. Et donc pour montrer que c'est possible aujourd'hui, effectivement, de s'approvisionner en énergie renouvelable de façon économique. Donc ça, c'est pour le professionnel. On le fait aussi dans le domaine du résidentiel. En France, aujourd'hui, on offre à nos clients, avec nos différentes marques, c'est Total Spring, Direct Energy, on offre quand même de l'énergie 100% verte, qui est moins chère que le tarif public d'EDF. Je me demande encore pourquoi il y a encore 80% de consommateurs français qui choisissent de payer plus cher leur électricité sans qu'elle soit 100% verte. Donc ça, c'est des solutions concrètes que l'on met bien sûr à disposition de nos clients. Et en amont de tout ça, bien sûr, on construit de plus en plus nos outils de production renouvelables avec RN, avec Cadran. Dans le domaine du solaire, ça c'est une longue histoire pour nous, ça fait 40 ans qu'on travaille dans le solaire. Il y a peut-être des gens dans cette salle qui étaient pas nés. Total était déjà actif dans le solaire. On a beaucoup accéléré cette année, on a beaucoup œuvré pour baisser les coûts, parce que la bonne nouvelle, évidemment, des renouvelables, c'est qu'effectivement, c'est possible de baisser les coûts, et on y arrive. On a fait la preuve dans le solaire, et c'est pas fini. On s'intéresse désormais à nouveau à l'éolien. Où effectivement, dites-nous l'éolien, qu'est-ce que vous faites? Vous avez annoncé 10 gigawatts sur le solaire, vous êtes très actif sur la batterie, on le sait, sur l'éolien. Pas sûr que ça soit dans la batterie. On est a priori le seul énergéticien au niveau mondial. Il n'y a aucun de nos concurrents pétroliers ou des utilities qui se soient intéressés à la technologie des batteries. On est le seul au monde aujourd'hui effectivement à investir dans la batterie comme un complément pour la batterie l'énergie. Est la clé pour arriver à développer un pourcentage d'énergie solaire distribuée important. Et donc il faut effectivement qu'on s'intéresse à la batterie. Il y a
un potentiel de réduction de coûts énorme, et c'est pour ça qu'on a investi plus d'1 milliard en rachetant Saft il y a 2 ans, et qu'on continue de développer des programmes de R&D qui seront absolument importants pour l'avenir. Mais pour répondre à votre question sur l'éolien, oui, c'est moins connu. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on avait fait un diagnostic qu'on ne voyait pas un potentiel évident de réduction de coûts, d'amélioration de la fiabilité des éoliennes. Et donc on a privilégié à cette époque-là le solaire. Je crois que c'était un bon choix. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'on a eu tort. Et effectivement, l'éolien aussi a baissé ses coûts. Et autant, honnêtement, moi, il y a 10 ans, j'aurais eu honte d'aller proposer l'électricité éolien offshore à peu près 200 € par mégawattheure. Aujourd'hui, quand on voit effectivement les baisses de coûts, je pense qu'effectivement, c'est une énergie sur laquelle on se sent capable maintenant, et en se regardant dans la glace, de façon éthique, de proposer à nos clients. Vous faites un pari particulier sur les prix. Je ne parle pas des appels d'offres français, je parle de globalement la baisse des coûts de l'éolien offshore. On voit qu'il y a des marques aujourd'hui à moins de 50 €, dans les pays nordiques notamment. Vous voyez ça se déformer comment, l'éolien offshore? L'éolien offshore, on voit que la courbe de croissance des coûts est partie un petit peu plus tard, on va dire, que celle du solaire. Mais on voit bien qu'on est en train de maintenant d'avoir une espèce de convergence des 3 types principaux d'énergie électrique renouvelable entre l'éolien terrestre, l'éolien offshore et le solaire. Et donc après, tout est question de géographie, parce que nous, on est actifs dans plus de 100 pays, et donc le cocktail est différent, bien sûr, d'une géographie à l'autre, mais grosso modo, vu de Sirius, on peut considérer effectivement que ces 3 énergies vont être absolument dans le même ballpark, qui vont avoir de plus en plus d'importance sur la planète. Donc oui, l'éolien offshore, on s'y intéresse. Donc vous faites ce pari, l'éolien offshore va se développer massivement. C'est peut-être aussi une façon de répondre à quelques oppositions sur l'éolien onshore des populations. Vous citiez tout à l'heure par ailleurs un bouquet de services que vous proposiez sur l'efficacité énergétique, sur la mobilité électrique, sur le smart building. Vous allez peut-être plus loin même sur des biocarburants, sur des choses comme ça. Sur les biocarburants, donc toute notre stratégie mobilité aujourd'hui, en fait, consiste à être agnostique en termes d'énergie. Donc sur la mobilité, on est de plus en plus en train de mettre à disposition dans les stations. Alors, les biocarburants, c'est une vieille histoire pour nous. Donc on souhaiterait pouvoir augmenter le taux de biocarburants, mais il y a quelques polémiques en ce moment sur les biocarburants, sur lesquels on pourrait passer quelques heures. Mais les biocarburants, pour nous, c'est un fait acquis. Après, il s'agit effectivement de piloter à quel niveau on souhaite voir s'incorporer les biocarburants dans les carburants traditionnels. L'hydrogène, c'est aussi une vieille histoire chez nous. Il y a 10 ans, on avait une station hydrogène à Paris qu'on a fini par fermer parce qu'il n'y avait aucune voiture qui s'arrêtait pour se ravitailler. On en a encore en Allemagne, donc c'est une longue histoire. Mais clairement, l'électricité est en train de décoller désormais. Honnêtement, on n'est pas convaincu que les territoires puissent se permettre le luxe de s'équiper à la fois en hydrogène et à la fois en électricité. Donc il y a peut-être un choix à faire. Et clairement, aujourd'hui, la dynamique, elle est clairement en faveur de l'électricité. Donc on est en train d'équiper nos stations de bornes de recharge électrique, et de voir comment on peut également permettre aux entreprises qui le souhaitent de s'équiper pour pouvoir, en zone urbaine, utiliser de plus en plus les véhicules électriques. Donc on voit que vous êtes tous engagés là sur le développement des renouvelables au niveau des territoires, les entreprises et vous qui offrez des solutions très fortement engagés, que vous y croyez très fort, c'est une très bonne nouvelle. Le mot de la fin, Philippe Sauquet, un message peut-être pour les pouvoirs publics pour accélérer ce développement des renouvelables et ce développement de la transition énergétique. Le message pour les pouvoirs publics, ça pourrait être de leur dire, écoutez, n'ayez pas peur, la transition énergétique, ça ne fait pas mal, et donc laissez-nous faire, simplifiez les procédures, libérez les territoires, les surfaces disponibles pour qu'on puisse développer nos projets.
donnez-nous un petit peu de stabilité, donc ne changez pas les réglementations si ça n'est pas nécessaire. Assurez-nous un petit peu de stabilité, parce que tout ça, c'est des investissements qui demandent de la visibilité sur le long terme. Et je vous garantis que demain, ça sera meilleur qu'aujourd'hui. Monsieur le député, vous portez ce message pour nous? Oui, je l'entends parfaitement. En fait, il faut inverser la formule. On a l'habitude de dire penser global et agir local. Il faut penser local pour agir global. Et je pense qu'il faut faire confiance à ceux qui savent faire. Et la démonstration a été faite que les territoires et les entreprises qui sont dans les territoires, elles ont la main et elles ont la facilité. Donc il faut en effet plus de visibilité. Croyez-moi, c'est jamais évident malgré tout au Parlement. Je vais vous donner un exemple très simple. À chaque fois qu'on s'est lancé dans des lois dites de simplification, souvent ça a eu l'effet inverse et ça a plutôt complexifié. Malgré tout, il y a des bonnes formules, on l'a vu notamment sur des dossiers, sur des procédures avec des engagements qui sont faits de la part de l'État pour dire du clé en main. En gros, on vous garantit que pendant le temps de procédure, ce sont les services de l'État qui se mettent à votre disposition, qui se rassemblent. Vous n'avez plus à frapper à toutes les portes comme c'était le cas avant. Et ensuite, il faut garantir et un délai et garantir le fait que pendant ce délai, on ne changera pas les règles du jeu. C'est vers ça, me semble-t-il, qu'il faut aller. On compte sur vous. Sam, last word. When we asked our companies what they want to see in France, they talked about guarantees of origin almost exclusively. And to explain what this is, when you make a renewable electricity purchase, it has attached to it a guarantee of origin to say that I've bought that electricity from this source. It's like a receipt. When you go to the supermarket, you get the receipt. It says you bought this from this supermarket. In France, you have to buy that separately, because it gets auctioned off to the market. So it's like going to the supermarket and they say, you can have your receipt, but we'll sell it to the highest bidder. Our members want to show the world that they've bought renewable electricity. They don't want to buy it and go, well, you know, we'll just count it the same as any old electricity. They want that guarantee of origin. That's very important to them. So the one big ask would be, just give them the receipt. Let them have that. Subsidies are disappearing. We're going into an era of unsubsidized renewables. Selling off the guarantees of origin to recoup subsidies is not going to develop the market. So please, let those companies keep those receipts. Thank you, Sam. Michel Saban, un dernier message pour les régions qui sont engagées? Pour les régions, non, parce qu'on a travaillé un petit peu dans cet atelier, je dirais presque en anticipation, en action, et en associant les uns et les autres. C'est quand on associe les entreprises, les territoires et les experts, on progresse. Quand on est chacun de son côté, on n'avance pas vite. Donc il y a une formule pour être un peu dans ta veine, avec des formules. Quand on est tout seul, on n'avance pas vite, mais quand on est ensemble, on va plus vite. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci. Juste pour terminer, une question pour vous, Michel Saban, de la part du ministère. Est-ce que dans le cadre du R20, il y a des engagements propres des régions pour aller chacune vers une région zéro carbone, avec des échéances et des indicateurs de suivi? Un exemple concret, au niveau des services administratifs et techniques des régions, il pourrait être envisagé qu'ils passent des PPA, Power Purchase Agreement, pour des achats d'énergie, avec des producteurs d'énergie renouvelable pour aller avant 2025 à 100% d'énergie renouvelable pour leur consommation électrique. Question du ministère. Nous avons vu le ministère là-dessus, donc c'est normal qu'il la pose. C'est l'enjeu majeur aujourd'hui pour justement mettre nos régions en exemple par rapport à ça. Alors tout dépend des continents sur lesquels on se trouve. C'est vrai qu'il y a des continents qui vont beaucoup plus vite que d'autres, et notre enjeu prioritaire aujourd'hui, c'est par rapport aux régions en Afrique, puisque nous avons mis un accent beaucoup plus fort là-dessus. Mais c'est l'enjeu majeur des régions et des territoires aujourd'hui. On le voit avec le C40 d'un côté au niveau des villes et le R20 au niveau des régions. Merci pour cette précision. Merci à tous les quatre.